Ok, alors on va enchaîner. Si Anna, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prête? Je te vois. Tu peux- Bonjour, oui, je suis prête. Alors, bon, je te représente. Tu es donc professeur à l'Institut des sciences sociales de l'Académie présidentielle de l'économie russe. Tu es prof de français langue étrangère, tu es examinatrice d'ELF, animatrice des séminaires sur les outils numériques de l'Association des enseignants de français de Russie, et tu vas nous parler d'EduScrum, qui est une méthode de travail qui est utilisée plutôt dans le monde de l'entreprise, et tu vas évaluer un peu les possibilités de travailler avec cette méthode pour l'enseignement du français langue étrangère. Voilà. Donc, si tu veux compléter ma présentation ou la clarifier, à toi, je te laisse la parole. Bon, merci de m'avoir présenté. Oui, tout est clair. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Je voudrais juste préciser que EduScrum, c'est déjà l'adaptation à l'éducation, et ce qui est dans l'informatique, ça s'appelle Scrum tout court. Euh, voilà, et je vais commencer par partager mon écran. Alors, on y va. Non, ça marche. Ah, voilà. Alors, on va parler des méthodes agiles, dont Scrum, qui sont adaptées au but éducatif. Alors, on va parler ce que représente le Scrum du point de vue théorique et du point de vue pratique. Euh, alors, pourquoi et comment? Les méthodes agiles sont apparues comme la réponse à la production très longue, à l'élaboration des projets qui prenaient beaucoup de temps. Mais comme nous vivons dans un monde qui change vite, quand les circonstances ne sont pas toujours claires, alors le monde nous demande toujours de s'adapter, de nous adapter, de le faire vite. Et l'éducation, c'est un des domaines où on doit s'adapter aussi. Euh, alors, tout d'abord, je voudrais parler des valeurs d'agilité, euh, et Scrum, c'est une partie de ce courant des méthodes agiles. Alors, les individus et les interactions sont plus importants que les processus et les outils. Un logiciel fonctionnel est plus important qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients est plus importante que les négociations contractuelles qui durent longtemps, et l'adaptation au changement est plus importante que l'exécution d'un plan initial. Alors, si on adapte ces valeurs à l'enseignement, on pourrait les voir comme ça. Les apprenants et les enseignants sont plus importants que les cours et les manuels. Les connaissances sont plus importantes que les tests. La coopération des élèves et des enseignants est plus importante que le programme, et l'adaptation au changement est plus importante que la réalisation du plan initial. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est à droite n'est pas important du tout. Alors, ils sont importants, ils doivent être présents tous les deux, mais donc l'importance de ce qui est à gauche est plus grande. Alors, quand j'ai fait la connaissance pour la première fois avec ces valeurs d'agilité, j'étais impressionnée parce que ça m'a semblé très beau, et j'ai commencé à chercher ce qu'il y a dans l'enseignement. Et c'est ainsi que j'ai trouvé la formation que j'ai suivie, donc la formation du Scrum. C'est l'adaptation du Scrum à l'enseignement. Elle était faite
en 2011 par le néerlandais Willy Wijnands. Et alors, il existe une association EduScrum partout dans le monde. Sur le site eduscrum.com, vous pouvez trouver des guides gratuits, vous pouvez les télécharger. Malheureusement, il n'existe pas en français, mais en anglais et en russe, ça existe. Alors, ce que c'est EduScrum. Donc, c'est l'acquisition des connaissances par les principes empiriques et il se base sur deux approches. Approche itérative et approche incrémentale. Ce que ça veut dire approche itérative? Ça veut dire que l'apprentissage se fait par des itérations qui se suivent. Et ces itérations sont organisées de manière semblable. Il y a une structure de ces itérations. Deuxièmement, c'est l'approche incrémentale. Ça veut dire que tout ce qui était acquis dans une itération s'ajoute à l'itération suivante. Et de ces deux approches viennent trois principes de base d'EduScrum. C'est la transparence, la révision et l'adaptation. Ce que c'est la transparence? La transparence, c'est la visibilité du processus d'enseignement pour tous les participants, pour toute l'équipe. Ça veut dire pour les professeurs et pour les apprenants. La révision ou bien l'inspection, c'est la possibilité pour chaque participant à tout moment de voir ce qui se passe avec les tâches éducatives. Donc, de voir où on en est, de savoir où et quand la tâche doit être accomplie. Et adaptation veut dire qu'on peut changer si à un moment, il se trouve que, par exemple, une tâche ne peut être réalisée. Alors, on ne supprime pas la tâche, on ne prend pas une autre, mais on la modifie de façon réalisable. Alors, comment on réalise ces principes? Ces principes sont réalisés à l'aide des rôles, des événements et des éléments spécifiques. Donc, qui est le professeur dans EduScrum? Donc, il combine deux rôles du Scrum classique, c'est Product Owner ou PO et du Scrum Master. Alors, ce que ça veut dire? PO, ça veut dire que c'est lui qui est responsable du programme. C'est lui qui pose des buts éducatifs et c'est lui qui vérifie que ces buts soient réalisés. Et du Scrum Master, il s'occupe du processus de réalisation des buts. Il organise le travail en équipe, l'interaction entre les apprenants, et cette fonction est en partie partagée avec le capitaine d'équipe. Au commencement, quand une équipe ne fait que commencer à employer cette méthode, la fonction principale du capitaine d'équipe, c'est d'assurer la transparence. Ça se fait, il veille à ce que le graphique de l'évaluation du projet soit rempli, que les tâches sur le tableau Scrum se placent correctement. Il aide aux équipes différentes, s'il y en a plusieurs, à coopérer entre elles. Et puis aussi, on a l'équipe des apprenants.
Alors, quelle est la particularité des équipes en Scrum? C'est que le nombre doit être limité. Le nombre optimal, c'est de 4 à 6 personnes, parce que si c'est moins, c'est difficile à interagir et à effectuer les tâches, et si c'est plus, c'est difficile à gérer et c'est plus difficile à contrôler. Mais on peut modifier, on peut voir comment ça marche. Alors, donc vous pouvez avoir plusieurs équipes dans votre groupe. Donc, c'est l'équipe qui est responsable de la réalisation du projet. Et c'est ça la particularité du Scrum, parce que ce n'est pas un apprenant seul, ce n'est pas le professeur qui est responsable des résultats, mais c'est l'équipe en général. Et c'est l'équipe elle-même qui doit décider ce qu'on va faire, comment on va travailler pour atteindre les objectifs posés par le professeur. Et là, il est libre de choisir ses moyens, il est libre d'essayer et puis d'avoir de l'expérience et puis changer si on voit que cette expérience n'a pas marché. Alors, on a créé une équipe. Comment est organisé le processus éducatif? Tout d'abord, le professeur doit créer un espace de travail. Ça peut être tout simplement une classe si on est en présentiel, ou bien ça peut être un espace virtuel, en Zoom, plus un tableau interactif, donc Miro ou un autre. Et dans cet espace, on va travailler. Ensuite, on fait le programme de sorte que ce soit la liste de tâches à accomplir. Ensuite, on comprend combien va durer notre itération. Et cette itération s'appelle un sprint. Et on va voir combien va durer sprint. Et à partir de ça, on va partager les tâches de notre programme. Donc, une fois le travail planifié, on peut passer, donc et l'équipe formée, on peut passer au travail sur le projet. Comment est organisé le travail? En fait, ça ne diffère pas beaucoup de la leçon classique ou pas classique, mais c'est laquelle vous êtes habitué. Mais au début, vous avez une mêlée, une réunion régulière qui a lieu chaque fois que vous rencontrez vos apprenants, pendant lequel vous discutez où on est avec les tâches, quelles difficultés on a, ce qu'on a réussi. Et on voit le graphique de l'avancement du projet. Finalement, on arrive à la démonstration du projet. Donc, il y a le projet que les apprenants montrent. Avant la démonstration du projet, il y a aussi d'autres objectifs plutôt linguistiques qui doivent être contrôlés par des tests. Alors, tous les tests linguistiques, grammatiques ou lexicaux, ils se passent avant la démonstration du projet. Alors, ça peut être une forme à laquelle vous êtes habitué et pendant tout le travail
de sprint, il y a des revues intermédiaires. Ça veut dire qu'on contrôle ce qui se passe. Ça peut être, par exemple, un test ou une interrogation, quelque chose d'autre. La fréquence, c'est subjectif ou plutôt individuel. Donc, on voit que ce ne doit pas être trop fréquent pour ne pas empêcher le travail, mais aussi on doit comprendre où on en est, donc on doit faire des revues de temps en temps. Et après la démonstration du projet, on a la rétrospective où l'on discute les résultats. Donc, comment on a travaillé? Est-ce que le travail était efficace, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on veut continuer à faire, ce qu'on veut cesser de faire, ce qu'on voudrait apprendre à faire, ce qu'on voudrait essayer. Et tout ce qui est discuté pendant la rétrospective, on le prend pour le sprint suivant. Alors, et après, le sprint recommence. Pour la durée de sprint, on dit que optimalement, ça doit être en trimestre, peut-être en semestre, peut-être. Donc, chez moi, c'était en module à peu près 5 semaines. Mais si vous essayez pour la première fois, ça peut être. Vous pouvez prendre un morceau sur lequel vous voudrez travailler, un chapitre d'un livre, ou bien vous faites une vidéo. Alors, ça peut être beaucoup plus court, surtout si vous voulez tout tester. Donc, voilà comment ça se passe. À gauche, vous avez des tâches, votre programme qui commence à s'accomplir. Il y a des mulets et finalement rétrospective après laquelle on passe au sprint suivant. Et il y a des instruments, des outils qui aident à organiser le travail en équipe en accord avec tous les principes du Scrum, du Scrum. Alors, c'est le programme, les tâches du sprint qui ne peuvent pas être changées. Vous avez aussi le graphique de l'évolution du travail. En axe horizontal, vous avez la quantité de tâches que vous devez faire. En axe horizontal, bon, donc axe vertical, c'est la quantité de tâches. Axe horizontal, c'est les jours où vous avez les cours. Et la fin, c'est la dernière, la démonstration du projet. Et au fur et à mesure, vous marquez sur ce graphique comment l'équipe avance. Et aussi, non. Et aussi, il y a le tableau et du Scrum avec 3 colonnes. À gauche, vous avez les tâches à faire, au milieu, les tâches à finir et à droite, les tâches qui ont déjà fini. Et comme ça, vous pouvez à tout moment visiter le tableau de votre équipe et voir, voilà, il reste tant de tâches, on fait maintenant ça, on a fait déjà ça. Et on comprend comment, si ça correspond à la planification, si ça correspond pas, bien si vous voyez que ça avance très peu, alors on peut changer quelque chose, peut-être faire plus simple, peut-être expliquer quelque chose pour que ça avance mieux.
Ce qui est aussi important et du Scrum, ce sont les accords de travail en équipe. Ce qui s'appelle, il y a deux parties, définition de l'action, definition of doing, quand l'équipe décide comment elle va atteindre les buts éducatifs, donc les buts qu'elle a. Et là, elle va tester ses idées et après, pendant le sprint et pendant la rétrospective, ils discutent si c'était une bonne idée ou pas. Et puis, deuxième groupe des accords, c'est les accords sur l'apprentissage avec plaisir. Definition de plaisir, de fun. Alors, l'équipe décrit ce qui lui donne du plaisir à apprendre, ce qui lui plaît dans l'apprentissage. Et souvent, ça peut être des choses très simples auxquelles on n'avait pas fait attention avant. Et ce n'est que après avoir regardé, après avoir se posé, après s'être posé la question, on voit qu'il y a quelque chose qui plaît. Alors, maintenant, je voudrais montrer l'exemple de ces accords. Donc, à gauche, vous avez les definition of doing, à droite, definition of fun. Alors, malheureusement, c'est en russe parce que c'était la première année. Les débutants, mais c'était le deuxième semestre, mais donc c'était en russe et ils ne pouvaient pas le dire en français à ce moment-là. Et c'est ça un des points faibles de Scrum pour les débutants, parce qu'on est obligé d'expliquer tout en russe, donc on perd des heures qu'on pourrait entraîner le français, mais on gagne en d'autres choses. Donc, pour expliquer ce que c'est le Scrum et comment ça marche, ça prend 1 heure, 2 heures, pas plus. Pour les melets, ça prend 5 minutes. Et puis, pour présenter les projets, ça dépend, mais du nombre d'équipes. Les projets, normalement, ils ne sont pas longs. 1 demi-heure, pas plus. Et pour rétrospective, une vingtaine, une quinzaine de minutes, ça suffit. Alors, c'est ce qu'on perd, disons, du français. Mais finalement, ça nous aide à motiver les élèves. Alors, on va voir, boulangerie, c'est le nom que l'équipe s'est pris. Alors, il faut être au courant sur le sujet de travail du projet. Si on est absent, il faut prévenir le groupe. Il faut être brioche. Bon, comme on est la boulangerie, ça veut dire qu'on doit être mignon, gentil. Il faut suivre le graphique. Alors, si on ne vient pas à la démonstration de projet, il faut prévenir parce que cette exigence, elle est apparue après qu'une personne n'était pas venue et là, l'équipe n'a pas pu présenter leur projet comme il le voulait. Donc, le respect du travail. Les responsables, oui, on choisit des responsables du tableau. Puis, la possibilité de donner à tous d'exprimer son point de vue
et la répartition des tâches à l'avance. Alors, c'est ce que l'équipe a fait elle-même. Ça se fait pendant la planification. Maintenant, donc, definition of fun, qu'il parlait français, jouer au Quizlet, traduire des chansons en français, jouer au Kahoot, lire un livre et même faire les exercices de grammaire avec des trous, faire des vidéos en français, faire des dialogues. Alors là, on peut rencontrer des types d'activités qui sont considérées comme ennuyeuses par de nombreux étudiants. Mais il y a des étudiants auxquels ça fait plaisir. Et maintenant, comment on fait l'équipe? Tout d'abord, on choisit des volontaires. Alors, on comprend que on va avoir 2, 3, 4 équipes. Alors, on doit avoir 2, 3, 4 capitaines. Et c'est au capitaine de choisir les membres de son équipe. Mais le capitaine, ça ne veut pas dire qu'il est le chef. Donc, il est égal à tous les membres. Et ça se fait de façon anonyme. On fait la liste de qualités que doit avoir la personne avec laquelle on voudrait travailler en équipe. Et puis, on distribue ces listes de qualités et on fait l'auto-évaluation. On met 3 points si on croit que cette qualité est présente chez une personne. On met 2 si elle n'est pas très présente. Et comme ça, on a les listes de caractéristiques des personnes. C'était fait, et ça se fait d'une manière interactive, mais anonyme. Parce que vous voyez ici les noms de fruits. Alors, chaque fruit correspond à un nom, mais les étudiants ne savent pas qui est qui. Alors, et après, donc, on a fait les qualités. Et les capitaines choisissent. Je veux une personne avec telle ou telle qualité. Alors, je la choisis. Donc, à tour de rôle, on fait des équipes. Et ces équipes sont gardées jusqu'à la fin du sprint, mais après, on peut modifier. Et puis, on passe à la réalisation du projet. On a le projet ici qui s'appelle « Créer les personnages d'une famille pour un film ». Et il y a une légende qui explique comment doit être le projet, quelles sont les exigences. Alors, c'est que l'équipe, c'est l'équipe de scénaristes qui doivent inventer une famille de personnages. La quantité de personnages doit être au moins 5, ce qui correspond au nombre de membres de l'équipe. Et on doit faire un dossier pour chaque personnage et les critères qu'on doit mentionner dans ce dossier. Et donc, l'équipe reçoit cette légende et à partir de cette légende, elle commence à faire des tâches plus petites. Alors, comment elle va réaliser ce projet?
Par exemple, là, c'est l'histoire qui ne correspond pas à la légende précédente. Mais pour la légende précédente, ça pourrait être une histoire. On veut apprendre le lexique de l'aspect physique pour pouvoir décrire une personne. Ici, on veut apprendre le passé composé pour pouvoir raconter les événements au passé. On a les critères de réussite. Alors, si ces critères de réussite sont atteints, ça veut dire que la tâche est accomplie. Alors, savoir comment se forme le passé composé, savoir conjuguer, savoir connaître les participes passés des verbes qu'on peut rencontrer dans le livre. Et puis, les actions concrètes qu'il faut faire, lire le livre, faire les exercices. Donc, quand on commence, tout ça, c'est le professeur qui propose, qui apprend à faire les histoires, il propose les critères de succès et il peut suggérer ce qu'il faut faire, mais on suppose que fur et à mesure, ce qu'il faut faire et les histoires, ils vont être faites par les apprenants. Alors, ce qui se passe après, alors toute la légende, elle est décomposée en un certain nombre d'histoires et on doit mesurer ces histoires pour comprendre comment les distribuer, combien de temps ils vont occuper. Alors, la méthode la plus simple, elle s'appelle la taille de t-shirt. Alors, on mesure approximativement comme les t-shirts S, M, L, XL. Alors, la plus petite histoire, ça veut être S, la plus grande L ou XL. Alors, on comprend que la première et la deuxième histoire vont prendre moins de temps que l'histoire 5, par exemple. Et après ça, on met ces histoires au tableau. Ici, vous avez l'exemple de l'avancement des tâches. Alors, ici, à gauche, vous avez des tâches à faire, nombre de l'histoire qui correspond à cette tâche, la taille de tâche, la tâche qui est en cours et les tâches déjà faites. Alors, par exemple, vous avez ici apprendre le lexique à la page 107. Alors, comment on comprend qu'on a fait ça? Alors, ça veut dire que le capitaine d'équipe, il demande. Alors, tout le monde a appris. On dit, ah, tout le monde a appris. Alors vient le professeur, regarde le tableau. Bon, ils ont déjà appris le lexique. Alors, on fait un petit test. Bien, je vais leur demander pour voir, je vais interroger certaines personnes pour voir si c'est vrai ou pas. C'est ça la revue. Et après, on a le graphique avec la quantité de tâches et l'avancement. Puis, maintenant, c'est l'exemple de la rétrospective. C'est notre équipe. Ici, vous voyez en rouge, ce serait plus joyeux en présentiel parce que c'était pendant le Covid.
trop peu de temps. Alors, c'est ce qu'on voulait améliorer. Puis, plus de temps pour faire quelque chose de grandiose. Le vert, c'est ce qu'on voulait garder. La créativité, communication, la responsabilité. Et en bas à gauche, vous avez le vote. On a voté le projet. Donc, il y avait 2 équipes et une équipe votait le projet de l'autre. On avait le droit de mettre jusqu'à 3 points. Donc, en gros, pour un module, on a 20 points, donc dont 3, les étudiants mettaient eux-mêmes. Et ici, vous avez 3, 3, 3, et c'était une équipe vraiment forte qui a fait un très bon projet. Alors, avec cette possibilité de donner aux étudiants la possibilité d'évoluer les uns les autres, c'était une expérience intéressante pour moi parce que tout d'abord, j'hésitais faire ou pas faire parce que tout le monde va se donner le maximum sans réfléchir. Et la première fois, c'était vraiment ça. Mais après, il y avait des équipes qui travaillaient plus, il y avait des équipes qui travaillaient moins. On voyait que les résultats sont un peu différents et on a commencé à réfléchir avant de mettre une note. Et ce qui était intéressant de voir les discussions, comment ils décident. Par exemple, c'était intéressant, mais je n'ai rien compris. Bon, c'était trop simple, on pourrait faire mieux. Bon, c'est à peu près tout ce que je voudrais raconter. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. J'espère que vous en avez. En gros, qu'est-ce que je pourrais dire sur mon expérience? Il n'est pas très grande. Pour moi, les points les plus forts, c'est que les étudiants ont commencé de travailler plus, d'être plus actifs. J'ai pas fait d'estimation en chiffres, mais approximativement, je peux dire qu'ils sont devenus 30% plus actifs. Et puis, quand on fait un projet où on doit faire quelque chose de créatif, les étudiants qui normalement sont peu actifs, qui sont assez passifs, et souvent ils ont des talents et des compétences qui ne sont pas linguistiques, mais ils ont la possibilité de faire montrer qu'ils savent dessiner, qu'ils savent monter des vidéos ou d'autres choses. Et ça les fait plus actifs du point de langue aussi. Et je voudrais dire aussi que si vous voulez appliquer, essayer Scrum, alors vous n'avez pas besoin de modifier beaucoup votre travail. On peut faire un projet sans projet. Ça veut dire que vous prenez juste ce cadre, cette structure sans ajouter rien de nouveau à votre contenu et à vos méthodes de travail. Voilà, merci pour votre attention et je suis prête aux questions.